Dire que les Juifs américains n'aiment pas le sionisme ni ne se sentent liés à Israël est totalement faux. Le 7 octobre a eu lieu. J'ai juste eu l'impression qu'il y avait cette tragédie nationale. Je me suis dit, il faut que je fasse plus. Il faut que je sois dans l'armée. Hier, j'ai reçu un message privé d'une personne qui disait être anti-sioniste, ne pas croire en l'État d'Israël et considérer Israël comme une armée génocidaire avant de voir tes TikTok. Salut. Si tu te souviens, lors de la conférence JNS il y a quelques semaines, le premier ministre d'Israël a dit ceci. Je vous promets que nous mènerons aussi ce combat contre l'antisémitisme partout dans le monde. Nous combattrons aussi sur le 8e front, la lutte contre notre délégitimation, la lutte contre la calomnie dirigée contre le peuple juif. Mais je vous demande, à vous, les Juifs d'Amérique et les Juifs de la diaspora, de faire une chose. Levez-vous, ne vous laissez pas intimider, n'ayez pas peur, ripostez, car les gens ne nous respecteront que si nous nous respectons nous-mêmes. Et quand ils nous lancent des mensonges, renvoyez-leur la vérité, défendez Israël, défendez le peuple juif, défendez l'avenir juif. Après avoir entendu ce que le premier ministre avait à dire, je pense qu'il est important de vous faire remarquer qu'il y a ceux qui se battent sur ce 7e front, le front de l'information, ou le 8e front, le front de l'information. Mais il y a aussi eu un autre événement en Israël cette semaine évoqué dans mon dernier podcast. Et c'est le fait que Rahm Emanuel était ici et qu'il aurait soi-disant parlé au nom des Juifs américains, dont il a dit qu'ils soutiennent davantage Mamdani qu'ils ne soutiennent le premier ministre d'Israël. Mon problème était que la plupart des Juifs américains diffèrent des Juifs de New York. Et même les Juifs de New York eux-mêmes ne sont pas très représentatifs de ce que ressentent les Juifs aux États-Unis. En Israël, de nombreux Juifs américains visitent, mais aussi envoient leurs enfants servir et combattre dans les forces de défense israéliennes. Ce n'est pas quelque chose que nous tenons pour acquis. Ceci reflète davantage les véritables sentiments des Juifs américains envers l'État d'Israël. Donc, pour ces deux raisons, j'ai pensé que je pourrais vous présenter ou vous faire connaître une jeune femme que beaucoup d'entre vous suivent peut-être déjà. Découverte il y a près de 3 ans quand la guerre a éclaté. Avec ses publications ici, en Israël, sur les réseaux sociaux, racontant son arrivée en Israël juste une semaine avant la guerre et ce qu'elle a ressenti en étant dans les FDI pendant ces quelques années. Donc, avec moi aujourd'hui, il y a Golda Dafna, qui est israélienne, une Américaine qui a immigré en Israël. Comme je l'ai dit, une semaine avant la guerre, vivant à Jérusalem, et je t'ai demandé de venir nous rejoindre, aussi pas seulement comme soldat de Tsahal, mais aussi sur le front de l'information. Merci Golda de nous rejoindre aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir en Israël ce jour-là? La vérité, c'est que je pense que l'idée selon laquelle les Juifs américains ne ressentent pas l'amour du sionisme et ne se sentent pas connectés à Israël est complètement fausse. J'ai toujours ressenti un lien avec Israël et j'avais le sentiment que les communautés juives américaines étaient presque bâties sur du sable mouvant. Je me souviens être allée au séminaire durant mon année de césure. Je pense aussi que cette statistique concerne probablement les Juifs non affiliés ou non orthodoxes, dont l'identité ne se construit pas autour d'Israël. Parce que quand tu es une juive orthodoxe, tu pries 3 fois par jour, V'zakar zanenu b'shuk ha'atzion. Tu pries pour que mes yeux voient Sion. Sion, donc cela fait de toi un sioniste. Comment peut-on réciter cela 3 fois par jour sans penser à Sion? Sion, Israël. Donc, je me suis toujours sentie liée à Israël et j'ai toujours ressenti le besoin de retourner en Israël. C'était mon espoir et c'était mon objectif. Et puis, quand je suis allée à l'université laïque et quand je suis allée à Columbia, après mon année sabbatique, j'ai même écrit un poème. Mon premier jour à Hillel, qui s'appelait Les vignes de l'Ivy League, m'étouffe. C'était à propos de ma peur de ne pas retourner en Israël, que je tomberais amoureuse de la quête d'une carrière universitaire et du prestige, oubliant que j'étais en réalité dans les tranchées d'un sable mouvant. Je crois que cela arrive à de nombreux Juifs américains. Je pense que beaucoup de gens sont fascinés par le luxe de la diaspora et, vous savez, le fait de ne pas avoir à porter de tenue traditionnelle et d'avoir un sèche-linge dans chaque appartement et chaque maison. Mais je pense qu'ils ne font pas cela sans savoir qu'ils aimeraient retourner un jour en Israël. Ils disent toujours, dans un monde idéal. Dans un monde idéal. Nous sommes dans un monde idéal. Si chaque appartement avait un sèche-linge, oui, je suis d'accord. C'est Israël, oui. Et c'est mieux que quand je suis arrivé ici il y a déjà 55 ans et Israël était pire qu'un pays du tiers-monde.
Et aujourd'hui, j'ai vu le pays grandir et devenir ce qu'il est aujourd'hui et comment il attire les jeunes juifs américains et les jeunes juifs du monde entier. Donc, tu étais à l'université. Oui. Comment as-tu vécu ton expérience à Columbia aux États-Unis? Je suis allée à Columbia. On peut tous imaginer ce que c'était. Ce qui me frustre quand on apprend que je suis allée à Columbia, c'est qu'on me dit toujours c'est bien que tu sois partie ou tu as évité l'antisémitisme. Et je me dis éviter? Genre, t'as dormi pendant les 3 dernières décennies quand Ahmed Ahmadinejad a parlé à l'université Columbia. Tu ne connais pas, tu sais, Edouard Saïd. Et je suis allée à Columbia parce que, bien sûr, c'est l'un des plus grands campus juifs. Parce que j'étais et suis ingénieure et que je crois vraiment au tronc commun de Columbia, je pense que chacun devrait apprendre les sciences humaines. Et dans mon cours de sciences humaines que je devais suivre, appelé écriture universitaire, j'ai rencontré mon premier vrai professeur antisémite. Hum, Nous avons eu un cours sur la rédaction d'une tribune et j'ai écrit sur pourquoi je pense que les Juifs dans les universités laïques s'installent davantage en Israël que les Juifs qui vont à l'université Yeshiva. Donc, c'était déjà un sujet auquel je réfléchissais parce qu'elle m'a donné une note plus basse que les étudiants de l'équipe de baseball qui étaient là. Oui, Je suis surpris de voir les choses changer car j'ai étudié à New York, pas à Columbia faute de moyens. J'ai étudié à Hunter College et je dis que c'est une école très à gauche elle-même, mais c'était dans les années 80. Et même à cette époque, tu voyais, mais tu pouvais voir que ça commençait. Mais quand j'ai écrit et que j'ai suivi un cours sur le Moyen-Orient, le professeur était assez hostile, je dirais, mais à son honneur, il a permis la discussion et le débat, et cela n'a jamais influencé ma note. Mais cela s'est estompé avec le temps. eh bien, dans ma classe, nous avons lu un essai de Christina Sharp où elle comparait l'Holocauste à l'esclavage. Cet essai m'a bouleversée car je pense qu'il ne faut pas comparer les atrocités. C'est vrai. Aussi parce qu'elle a dit que les Juifs avaient un lieu où aller. Et donc, le dernier jour de mon cours d'écriture universitaire, la professeure a demandé qu'aimeriez-vous changer dans ce cours? J'ai levé la main et dit vous dites que les Juifs ont un endroit où aller, mais vous ne pensez pas que cet endroit soit légitime. Elle a dit tu as mal compris le texte, Golda. Même à l'époque, je me faisais déjà beaucoup entendre et j'ai eu un B+ dans ce cours, ce qui m'a contrariée car mon article d'opinion est devenu numéro 1, puis numéro 1 dans le Times of Israel. Je me suis dit, clairement, j'étais une bonne rédactrice. Elle te détestait tout simplement. Oui, on en rit, mais ça peut être très agaçant. À l'époque, un B+ était très démoralisant. Mais ça ne t'a pas arrêté. Finalement, qu'est-ce qui t'a amené ici en Israël? Donc, après avoir été diplômée de Columbia, j'ai décidé que je voulais vraiment faire des études de médecine. J'ai donc suivi un programme post-universitaire préparatoire à la médecine. J'étais inscrite au programme post-universitaire préparatoire à la médecine de Columbia. J'ai fait une césure en travaillant chez Columbia Fertility. Et entre mon semestre d'été et mon semestre d'automne, ma famille et moi étions censés partir en voyage en Europe, mais quelqu'un a eu une frayeur liée à sa santé. Ma mère m'a dit « Je ne veux pas que tu voyages seule en Europe. » Et je t'ai promis qu'on partirait toutes en vacances en famille, genre va juste en Israël à la place. Et j'ai répondu Maman, j'ai déjà été en Israël tellement de fois, on dirait vraiment une enfant gâtée. Quand je suis allée en Israël, je crois que j'avais peur d'y aller, car il se passe quelque chose là-bas. C'est comme si tu te rappelais un peu quelles sont tes priorités et qui tu es. Et j'étais dans un bus d'Odéon, là où vit ma tante, jusqu'à Tel Aviv. Pas un bus, j'étais dans un train et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les collines et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à New York? Qu'est-ce que je fais dans ce post-bac? Donc, sur Freshman Beach, j'ai annulé mon inscription au post-bac de Columbia et j'ai décidé de vider tout mon appartement à New York en un mois et de déménager à Tel Aviv. Oui, c'est incroyable que tu viennes de dire ça parce que ça me rappelle quand j'étais un jeune garçon, mes parents ont immigré ici. J'avais 10 ans, donc j'étais un garçon. Mais ce lien avec Israël, je me souviens d'avoir ressenti quelque chose de similaire à ce que tu viens de dire en voyant les murs de la vieille ville. Et j'ai juste dit, ça c'est quand j'étais enfant. C'est fou que tu fasses ce lien, car je n'y avais jamais pensé avant que tu en parles. Maintenant que tu le dis, je me rappelle quand je me suis senti connecté ici. C'était 1 an ou 2 après qu'on ait déjà déménagé ici, mais soudainement, ça a eu du sens pour moi. C'est incroyable comme ces petites choses peuvent t'affecter.
Je me souviens que je suis retournée à mon appartement. Ensuite, j'avais un Airbnb à Tel Aviv et je me souviens que je suis rentrée et je n'arrivais pas à entrer dans mon Airbnb. J'étais en FaceTime avec ma meilleure amie à ce moment-là. Je me disais que je devais faire mon alia. Avant, je me demandais quoi faire tenant une boîte de raisins. J'appelais le propriétaire de l'Airbnb qui ne me laissait pas entrer. J'étais assise par terre. Il disait que j'étais ivre, mais je lui assurais que je n'avais rien bu. C'était tellement... Et même à ce moment-là où on me criait dessus en anglais approximatif, je n'arrivais pas à entrer dans mon Airbnb. J'avais acheté des raisins hors de prix chez Ampum, mais je me sentais chez moi ici. Je ne veux vraiment pas partir. Dans ces pires moments, tu te sens mieux ici en Israël qu'ailleurs dans le monde. Oui, et puis marcher dans les rues de Tel Aviv. J'ai vécu dans l'Upper West Side à New York. J'allais à Columbia et c'était vraiment dangereux. À New York, surtout dans l'Upper West, il est risqué pour une fille de marcher seule la nuit, alors qu'à Tel Aviv, on se sent en totale sécurité. C'est une réalité très différente. Oui. Donc, c'est une chose de venir ici et de déménager en Israël, de faire l'Aliyah. Tu n'as pas juste choisi la voie facile. Tu as décidé de rejoindre Tsahal et tu n'avais pas 18 ans. Tu n'avais pas 18 ans. Non, ça a été vraiment difficile. C'était très, très, très difficile. Tout d'abord, je me sens très, très chanceuse grâce à mes réseaux sociaux, parce que chaque jour, des filles viennent me voir et me disent « Je me suis engagée grâce à toi. Je veux dire, je me suis engagée grâce à toi, vraiment. » Au moins une fois par semaine, mes messages privés débordent de questions sur l'armée. Je me sens mal, mais je ne suis pas faite pour ça et pas capable de tout répondre. Mais le plan était de faire mon post-bac avec l'université ouverte. J'ai parlé à Ben Gourion et je lui ai demandé comment puis-je entrer en école de médecine. C'était toujours mon plan. Et puis le 7 octobre est arrivé et les cours ont été annulés. Et j'ai eu l'impression de ne pas en faire assez. Je me souviens que j'étais sur Eliezer Kaplan en octobre ou début novembre, quand les manifestations pour les otages et les familles des otages étaient encore sur Eliezer Kaplan. Et je me disais, comment puis-je aider, s'il vous plaît? J'étais dans un groupe de discussion de bénévoles où on transportait les chaises à la cave dans le Maxan. Je me demandais vraiment, comment puis-je aider? On m'a dit de mettre des rubans jaunes sur les voitures. Je marchais sur l'autoroute à Tel Aviv pour les attacher en me demandant si ça servait vraiment. Quelqu'un m'a dit, les familles verront qu'elles ne sont pas seules. Moi, je ressentais seulement cette tragédie nationale. Et qu'est-ce que je faisais? Je me disais, il faut que je fasse plus. Il faut que je sois dans l'armée. Alors j'ai commencé à appeler mon Tov tous les jours. Je disais, il faut que je sois dans l'armée. Il faut que je sois dans l'armée. Il faut que je sois dans l'armée. Et j'ai trouvé une unité où je suis ingénieur biomédical, où j'ai pu être ingénieur biomédical, où il n'y avait pas de poste technique, c'est-à-dire un poste d'officier, ce que j'aurais dû avoir puisque j'ai un diplôme. Mais tout s'est vraiment bien passé parce que finalement, mon service n'a pas été aussi long qu'il aurait pu l'être, ce qui est comme Ça, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas inhabituel, mais ça l'est quand on est un peu plus âgé parce qu'on s'engage à 18 ans comme je l'ai fait et j'ai rejoint les parachutistes et c'est en grande partie sous l'influence de Yoni Netanyahou que j'ai décidé de le faire pour l'État d'Israël. Et là-bas, là, il y avait un Américain qui sont arrivés. Il avait, je crois, à l'époque, 26 ans, presque 10 ans, 8 ans de plus que nous tous. Nous, on était des gamins. Lui, il était plus mûr. Il avait un diplôme. Il avait tout. Vous savez peut-être de qui il s'agit. Il s'appelle Dr. Michael Oren, l'ancien ambassadeur, ancien ministre dans le gouvernement israélien. Mike et moi, nous sommes des frères d'armes chez les parachutistes. Il n'y a pas de lien plus fort. Mais il est venu et je me suis toujours souvenu à quel point c'était difficile pour lui, non seulement d'être dans un pays complètement étranger, mais aussi d'être un peu plus âgé. Donc, à ce moment-là, tu avais ces deux choses sur les bras en même temps. c'était comme avoir le meilleur commandant du monde, car il est aussi un Olé et comprenait vraiment cela. C'était aussi une période très éprouvante en tant que femme, en tant qu'Ola, en tant que juive. Je me souviens que le moment le plus difficile, c'était l'entraînement de base. Je suis un peu devenue une leader pendant l'entraînement de base. J'étais entourée de filles de 18 et 19 ans. Pendant l'entraînement de base et la première shmira, c'était très dur. Elles se levaient 2 heures avant pour se maquiller, se plaignaient et pleuraient. Je n'ai jamais compris les émissions de télé-réalité. Que je ris. Non. Je n'ai jamais compris la télé-réalité ni pourquoi les gens agissent si ridiculement jusqu'à ce que je commence à me comporter comme une fille de 18 ou 19 ans. J'étais là, ne comprenant rien, je pleurais sans cesse et sentais que j'avais beaucoup perdu en maturité. Mais pendant notre première shmira, c'était exactement au même moment qu'ils ont diffusé les vidéos des filles de Nahal Oz qui se faisaient kidnapper. Toutes les filles voyaient cela et étaient bouleversées. J'ai fini par parler à Samal, je crois, à ce moment-là, et je lui ai dit qu'elle devait faire un discours.
Tu dois prévenir ces filles que ces images sont traumatisantes et risquent de provoquer un trouble de stress post-traumatique. J'ai aussi beaucoup fait évoluer la conversation. Et j'ai vu comment je suis un peu devenue une sorte de référente dans les discussions sur, tu sais, des femmes soldats et de la prise en charge de leur santé mentale. Parce que je me souviens, pendant la Shmira, ce qui est tellement bête, j'étais à Makaneshmonim, mais je me souviens que, comme on venait de regarder ces vidéos de filles qui se faisaient kidnapper, on était en alerte. À chaque bruit, je sursautais, comme toutes les filles. Mon service militaire a été très intense, car en tant que nation, nous étions tous en plein traumatisme, pas seulement en post-trauma. Et ma capacité à gérer tout ça, je pense, était bien plus faible. Et je me sens vraiment chanceuse que dans mon unité à l'armée, j'avais un commandant qui était un olé, il était plus âgé que moi et il était comme un grand frère pour moi. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ça, mais c'était difficile car j'étais officier. Je devais faire des tours de garde comme un sar, rester assise 5 heures dans un champ à protéger les Haredim lors de leurs manifestations. J'étais entourée de jeunes de 18 ans qui se plaignent tout le temps. Tu finis par faire pareil alors que ce n'est même pas ce que tu veux. C'est mon rêve. Écoute, ça ne te remontera pas le moral. Ma fille, plus jeune que toi, est devenue officier. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Elle est avec la police aux frontières. Et ce n'est pas, ouais, Oui, mais il demandait toujours pourquoi je n'étais pas officier. et moi ne me demande pas. C'est un sujet sensible. Donc tu étais là-bas pendant, waouh, presque 2 ans. Oui, presque 2 ans. Oui. Tu as fait tout le service et commencé à publier à ce moment-là. Je ne t'ai pas découvert. Tu es apparu dans mon fil d'actualité. Il y avait beaucoup de conversations dans l'armée à propos de mes publications. Oui. J'ai été surpris parce que je ne savais pas qu'il l'avait donné. Et en fait, pour mon émission de radio sur Galilée Radio, je voulais t'en parler. Et Galilée, le porte-parole de Tsahal, l'unité du porte-parole de l'armée israélienne, ne m'a pas laissé t'interviewer. J'ai gagné un concours pour aller aux Jeux olympiques spéciaux de Paris. Tout était financé, hôtel compris, tout compris. Le porte-parole de Tsahal ne m'a pas laissé y aller. Pourquoi? L'idée du porte-parole? Parce qu'il y aurait des interviews et il disait qu'il ne pouvait pas les approuver à l'avance. Et sur tous mes TikTok, j'avais ma propre interlocutrice. Je l'adore. Mais chaque fois que je recevais une notification TikTok disant qu'elle avait ajouté une vidéo en favori, j'avais le cœur qui se serrait. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais oui, c'était le cas. Oui, il l'était. Il regardait. Je pense aussi qu'il ne comprenait pas que beaucoup de personnes qui me regardaient avaient 18 ou 19 ans. Je ne pense pas qu'il comprenait que j'avais 24 et 20 ans. J'avais 24 ou 25, 26 ans à l'époque. Donc, il me parlait du Hezbollah, mais je suis dans ce milieu du plaidoyer depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé mon premier, enfin, j'étais dans mon premier. Donc, tu faisais ça avant. Ça s'appelait Write On. C'était sur l'écriture de tribune à l'université laïque. J'ai aussi fait de la Hasbara. J'ai grandi dans une famille très sioniste et mon arrière-grand-père a été invité par Herzl à s'installer en Israël. Wow. Le conflit israélo-palestinien fait partie de moi. Je suis extrêmement bien informée et suis allée à Rawabi. Je connais les zones A, B et C, donc Doverzal était comme la plupart. Des Israéliens ne savent pas. Oui, il me faisait des remarques. Je me disais, j'ai étudié à Columbia. Je pense que la Hasbara ne concerne pas un tunnel de 4 sur 6 mètres. La Hasbara, c'est comme, j'ai reçu un message privé hier de quelqu'un qui disait, je suis anti-sioniste et je ne croyais pas en l'État d'Israël. Et je pensais c'est qu'Israël était une armée génocidaire jusqu'à ce que je vois tes TikTok. Vraiment. Et ça n'avait pas de sens pour moi parce que tu disais que tu étais dans le corps médical et que tu disais que tu sauvais des vies. Et je me disais, mais elle ne tue pas d'enfants. Donc en fait, la Hasbara, ce n'est pas, tu sais, ces infographies ou le fait de tenir un micro. Et je déteste le mot Hasbara. Nous sommes à peu près les seuls à ressentir le besoin. La traduction de ce mot en anglais, c'est expliquer, s'expliquer soi-même. Nous sommes les seuls à avoir l'impression qu'il faut s'expliquer au lieu de simplement informer et mener ce combat. Ou même pas forcément fournir des informations. Peut-être qu'il s'agit simplement de donner la parole à des voix déjà présentes en Israël, de montrer leur expérience. Cette explication. La meilleure Hasbara, c'est parfois d'en parler sans vouloir convaincre. Les gens sont parfois agacés et se disent « Pourquoi reparle-t-elle encore de son ex ?» Mais la meilleure Hasbara, c'est celle qui n'essaie même pas d'être de la Hasbara. C'est simplement une fille, vous voyez. Une Iranienne m'a dit un jour « Tu sais, je suis vraiment blessée. » Elle m'a contacté en privé sur TikTok et Instagram, a commenté mon TikTok, puis m'a dit « Tu sais quoi, je ne te crois pas et je suis blessée que tu oses parler de l'Iran. Je sais que tu étais dans Tsahal et que vous n'aimez pas les Palestiniens. » Et j'étais là et elle m'a dit qu'elle était une survivante de Dédé. Elle a commencé à partager des détails très personnels auxquels elle s'identifiait dans mon histoire et je lui ai dit « Tu sais quoi, allons discuter au téléphone. » Et vraiment, j'ai passé des heures au téléphone avec elle.
Et je lui ai expliqué en tant qu'Israélienne, en tant que femme juive, comment je me sens par rapport à la société. Ou l'islamisation forcée de leur société, la conquête islamique de leur société, le désir de changer leur langue, leur culture. Vous savez, c'est très similaire au fait de mettre Al-Aqsa au-dessus de notre temple. Et c'est un exemple parfait. Et le fait que les femmes soient subjugées et opprimées n'est vraiment pas une valeur juive. Et nous avons promis au peuple d'Iran que nous les libérerions. Et j'en ai parlé avec elle et je l'ai fait changer d'avis. Et comme elle connaissait mon histoire, elle savait qui je suis. Donc au final, ce n'est pas à propos de ces vidéos de propagande. Ce n'est pas une question d'emmener des gens dans ces centres d'emballage d'aide. Ce n'est pas une question d'emmener des gens à la frontière. Personne ne s'en soucie. Les gens veulent savoir qui est Golda, qui est-elle, qui est un soldat israélien. Alors, créer ce lien personnel, et j'ai fait cela quand je travaillais pour le gouvernement dans la diplomatie publique, comme nous l'appelions. J'avais dit que le gouvernement devait se retirer pour laisser agir le public. Aujourd'hui, vous pouvez enfin le faire, ce qui n'était pas possible depuis des années. Maintenant, chaque personne raconte simplement son histoire personnelle. Cela rend le sujet plus personnel, cela devient plus humain et plus compréhensible. Et quand ils voient cela, parce que ce que la propagande anti-israélienne essaie de faire, c'est de dresser ce tableau, cette image générale de nous tous comme étant la même chose, les meurtriers sionistes, et de généraliser. Et quand on déconstruit cela de façon simple, je ne dis pas qu'il faut essayer de convaincre quelqu'un qui est un antisémite acharné ou qui déteste les Juifs. Je parle de personnes qui veulent vraiment savoir, comme cette femme iranienne, si elles en ont le temps, vous allez les toucher par l'histoire personnelle et non par un texte de propagande. Donc, vous le prouvez en faisant cette chose simple. J'aurais aimé faire plus. Comme je l'ai dit dans ce podcast, mon unité a accompli tant de choses incroyables durant cette guerre et je voulais vraiment le partager, mais je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas être la représentante de mon unité. Mais nous avons sauvé environ 400 soldats pendant la guerre des épées de fer en transférant, vous savez, des unités de sang complet. J'étais responsable des expériences sur la chaîne d'approvisionnement pour transporter ces unités de sang sur les champs de bataille avec mon unité. Et cela inclut, vous savez, du matériel médical pour les Gazaouis. Et j'avais tellement envie de le dire, mais j'étais complètement impuissante. Donc, ce que vous dites, Mais au-delà de ça, ce point que vous avez soulevé quand vous avez dit que vous l'aviez donné aux Gazaouis, l'une des choses que l'unité médicale israélienne qui est allée au Venezuela fait en ce moment, c'est d'utiliser les mêmes enseignements que nous avons tirés. Non seulement lors des catastrophes qui se sont produites ici, mais aussi sur le champ de bataille, ils l'appliquent aux besoins civils, ils aident et contribuent à sauver des vies de Vénézuéliens. et ça c'est vraiment génial pour moi parce que parfois on est juste un rouage dans une machine et on ne voit pas vraiment les conséquences après coup. C'est vraiment génial d'avoir fait partie d'une unité qui était un rouage dans la machine qui sauve des vies. Et je sens que je vais être émue. C'est vraiment génial que les expériences que j'ai faites aient permis de simplifier un processus grâce auquel le choc hémorragique serait moins un facteur dans les soins hospitaliers et je trouve ça incroyable. Ces pratiques sont utilisées dans les hôpitaux partout. Les personnes formées en Israël partagent ces infos sans les garder. Beaucoup l'ignorent ou se demandent qu'est-ce qu'Israël leur apporte. Malheureusement, la situation ici est très difficile. Mais nous en tirons parti. Comme toujours, nous transformons cela en quelque chose de productif qui renforce non seulement nous-mêmes, mais aussi l'humanité mondiale. Et c'est l'essence même de la raison pour laquelle je pense que les Juifs américains ne ressentent pas cela à propos d'Israël. Je pense que les Juifs américains savent qu'Israël est hors la goyim, que nous sommes une lumière pour les nations. Et je pense que toute personne qui pense le contraire n'est tout simplement pas consciente de la réalité sur le terrain, de ce que les Juifs ressentent réellement. Nous pourrions continuer à parler de cela pendant des heures, mais je pense que nous avons abordé beaucoup de questions importantes. Un tout dernier mot que vous aimeriez ajouter. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance et quand j'étais dans l'armée, l'unité TikTok m'a proposé de rejoindre leur unité. Je me souviens de la personne avec qui je sortais, dans l'élite de l'armée et membre d'une unité de combat prestigieuse. En fait, il a vraiment accompli des choses incroyables. Je lui souhaite le meilleur. Mais il m'a dit, tu ne devrais pas être dans l'unité TikTok. Tu dois utiliser ton diplôme. Tu vas sauver plus de vies. J'étais agacée car ce n'était pas toujours amusant alors que l'unité TikTok était plus sympa. Franchement, on s'est bien amusé. Qu'est-ce qu'on fait avec TikTok? Je ne me suis pas amusée. J'écrivais des rapports, je restais tard. Mon commandant et moi, on montait vers le nord. Il faisait chaud et on était dans des véhicules blindés. Ce n'était vraiment pas drôle.
Mais je suis vraiment contente de l'impact que j'ai pu avoir grâce à mes réseaux sociaux en étant dans cette unité parce que je n'étais pas une porte-parole officielle de Tsahal et parce que je n'étais pas dans un service de propagande militaire. Mon histoire a eu plus d'impact parce qu'elle n'était motivée que par l'intention de sauver des vies, rien d'autre. Les gens ignorent que, dans le corps médical, nous prêtons serment de sauver tout le monde, y compris les combattants ennemis. Ce principe guide ma vie. Je crois que ce pays est fondé sur l'intégrité, sur le fait d'être une Orla Gaïm, une lumière pour les nations, et sur la création de systèmes grâce auxquels nous pouvons améliorer la vie du plus grand nombre et sauver autant de personnes que possible. Je le sais par ma propre expérience sur le champ de bataille, et mon fils est aussi parachutiste et il est infirmier chez les parachutistes, et je sais que lui, lorsqu'il soignait, ce n'était pas seulement ses camarades et frères d'armes, c'était aussi des personnes du camp ennemi. Ils sont obligés de faire cela, et les gens ne savent pas ces choses-là. Ils inventent toutes sortes d'histoires, mais nous savons tous les deux cela grâce à notre vécu personnel et à notre expérience directe. C'est pourquoi il est important de partager cela. Golda, c'est important et intéressant que tu en parles, mais c'est tout un sujet. Je n'arrive pas à croire qu'on n'en ait pas parlé. Golda Daphna, on n'en a pas parlé. Mon nom de famille est Daphna. Oui. Les gens croient que c'est mon second prénom, mais c'est bien mon nom de famille légal. Ton nom légal officiel, mais Gold est un nom très important. Ça renvoie à l'or. Merci d'être ici et de partager ton expérience en espérant encore de belles années en Israël. Merci à tous de nous avoir rejoints. J'espère que cela a amélioré ta compréhension de la situation. Et tu peux voir que le Premier ministre avait tout à fait raison quand il a dit que sur ce champ de bataille, chacun de nous peut participer et éclairer les gens sur ce qui se passe réellement ici en Israël. Je suis Daniel Siman, merci de m'avoir rejoint. On se retrouve la semaine prochaine.